bienvenue à ce webinaire de l'ANS sur la doctrine technique du numérique en santé V 2020. On est ravis de pouvoir être avec vous. Alors, je vais co-animer ce webinaire avec notre équipe des responsables développement territorial, Élodie Chaudron, Karine Lotte, Jean-Christophe Turbat, Nemanja Milenkovic et Julien Faure. Donc, ce webinaire s'inscrit dans l'émission 1, créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé, et 3, assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Alors voilà le sommaire de notre webinaire. Donc on va faire un rapide focus sur la doctrine, un petit rappel de quoi il s'agit, le sommaire sur lequel on va s'arrêter, la structure des chapitres et les outils de cette doctrine V 2020. La plus grande partie sera en effet ensuite sur la déclinaison des chapitres. Et puis, comme l'a dit Élodie, on aura un temps d'échange de 30 minutes. On sera rejoint par 3 experts, Nathanaël Renaud pour les sujets ProSanté Connect, Emmanuel Souriceau de l'assurance maladie pour les sujets bouquet service pro, DMP, espace numérique de santé, e-prescription, et Ella Gariani de la délégation du numérique en santé, également sur l'espace numérique de santé. Donc, on vous laissera mettre les questions dans le chat. Je vous mets directement une petite indication pour pouvoir bien préciser, si possible, le sujet de votre question, de façon à ce qu'à partir de 15 heures, on puisse les traiter de façon confortable. On est un groupe pas trop chargé aujourd'hui, donc voilà, ça va nous permettre d'avoir des échanges tous ensemble. Donc, petit rappel, la doctrine technique du numérique en santé, c'est un document qui a pour objectif de décrire le cadre technique et le cadre d'urbanisation dans lequel vont s'inscrire les services numériques d'échange et de partage de données de santé. Donc, cette doctrine technique, elle se concentre véritablement sur l'échange et le partage de données de santé, à la fois sur les champs sanitaires et médico-social. Slide suivant. Merci, Élodie. Donc, le sommaire de la doctrine technique V 2020, il est divisé en plusieurs parties. Donc, vous avez d'abord une première grande partie où vous allez retrouver évidemment le sommaire, une synthèse, donc une dizaine de pages qui vous permettent d'avoir vraiment un premier état des lieux de l'ensemble des thématiques qui vont suivre, un macro-planning récapitulatif, la feuille de route des priorités 2021. Donc, ça, c'est un document d'une page qui peut vous permettre là aussi de vous arrêter sur les priorités de cette année, sur l'ensemble des thématiques et d'avoir une vue d'ensemble. Le schéma d'architecture cible. Et puis, dans les nouveautés, il y a la présentation de la démarche d'opposabilité. Donc là, qui est un sujet qu'on va présenter ensuite, et vous verrez qu'il y a un impact certain sur beaucoup de sujets d'actualité. Ensuite, on va avoir tout ce qui est référentiel socle, donc avec tout ce qui est urbanisation des systèmes de santé, la partie interopérabilité, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information, la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, un gros sujet sur l'identification électronique et les contrôles d'accès. Donc ça, c'est un sujet qui a été vraiment complètement refondu et complété. On en a fait un webinaire dédié le 18 mars dernier que vous pouvez retrouver en replay sur notre site isanté.gouv.fr. On pourra vous mettre le lien dans le chat. Un sujet sur la sécurité opérationnelle, là aussi, gros sujet d'actualité, offre de santé. Et puis, dans une troisième partie, vous retrouvez les services numériques socles, DMP, MS Santé, e-prescription et tout ce qui est services numériques de coordination pour les parcours de santé. Les plateformes numériques, donc avec l'espace numérique de santé, qu'on appelle maintenant mon espace santé, et on en parlera longuement lors de la phase d'échange à partir de 15 heures, le bouquet de services pro et le Health Data Hub. Et puis, la doctrine se termine avec le chapitre sur soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Et là, vous retrouvez tout ce qui est télémédecine et télésoins, les différents programmes de financement, dont le programme ESMS, la certification des SIH, tout ce qui est aussi certification HDS. Et puis, le dernier chapitre, le nouveau chapitre, l'intégration dans la feuille de route e-santé de l'Union européenne et la prise en compte des recommandations internationales. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble du chapitre, et évidemment, on vous pointe les nouveautés, mais l'ensemble des thématiques a été réactualisé.
Alors, très vite, hein, la structure des chapitres dans la doctrine, elle est toujours la même. Vous avez les éléments de doctrine, la grande trajectoire, la synthèse des actions clés, une nouvelle partie donc, qui est la synthèse des impacts côté MOA pour les structures, côté MOE pour les industriels. Donc, on va revenir justement sur ces impacts dans l'ensemble de la déclinaison par chapitre. Et puis, un item pour en savoir plus, voilà, pour vous renvoyer vers la documentation, les liens utiles. Cette doctrine, elle dispose donc de plusieurs outils, hein. La synthèse dont je vous ai parlé, hein, pour avoir un rapide tour d'horizon, le macro-planning de 2021 à 2023, la feuille de route des priorités de 2021, le schéma d'architecture cible, et puis en annexe, une synthèse des principales évolutions entre la première version, donc la V 2019, et la V 2020. Ce qui m'invite à vous dire que là, on fait ce webinaire donc de restitution, de présentation de la doctrine V 2020, qui a été publiée en janvier dernier, hein. Nous sommes en avril, bien évidemment, beaucoup de choses se sont passées. Donc ça, on pourra aussi échanger sur l'actualité, mais là, on vous retranscrit vraiment le contenu de la doctrine V 2020. Alors, comme je vous le disais en introduction, au niveau du sommaire, on a un nouveau chapitre, donc la présentation de la démarche d'opposabilité. Les référentiels d'interopérabilité et de sécurité ont vocation à être rendus opposables, donc tout comme les procédures d'évaluation et de certification, pour permettre de mesurer la conformité des systèmes d'information, des outils ou des outils numériques, hein, aux référentiels d'interop. Donc sur le plan réglementaire, cette démarche va s'appuyer sur 2 articles. L'article L1110-4-1, donc qui permet de rendre opposables les référentiels d'interopérabilité et de sécurité, et l'article 1110-4-2 qui permet de rendre opposables les procédures d'évaluation et de certification de la conformité. Donc cette démarche, elle n'est pas neutre, et vous verrez que tout au long de la doctrine, on a saupoudré, on va dire, de l'opposabilité sur l'ensemble des thématiques. Et cette démarche d'opposabilité, elle va se concentrer majoritairement dans un premier temps sur les briques et les cas d'usage du Ségur, avec notamment l'INS, MS Santé, hein, côté opérateur et client de messagerie, ProSanté Connect, le dossier de l'usager informatisé et interopérable, les volets de contenu du compte-rendu de biologie médicale, de la lettre de liaison de sortie d'établissement de santé, ou le volet de synthèse médicale, par exemple. Donc, il y a une comitologie, hein, autour de ce chantier, et régulièrement, vous avez des publications de référentiels donc, qui sont en concertation, en cours de modification, et qui, au cours de l'année 2021 et 2022, vont être rendus opposables suivant l'avancée des chantiers du Ségur. Je laisse la parole à Élodie. Bonjour à tous. Alors, sur la cellule étude du numérique en santé, comme vous le savez, le développement du numérique en santé a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels de santé et les usagers. Il semblait donc fondamental d'asseoir son développement sur un socle, un cadre de valeurs et un référentiel éthique qui viendrait compléter les codes de déontologie en santé, la RGPD. Donc, l'objectif est de casser le lien paradoxal qu'il peut y avoir entre la notion de confidentialité et la notion d'ouverture, de partage et d'échange qui permettent l'amélioration de la qualité de prise en charge et la promotion de la recherche. Alors, comment plusieurs groupes de travail pilotés par les experts de l'écosystème ont été organisés et ont donné lieu donc à la production d'un film de sensibilisation, à la production d'une grille d'auto-évaluation de l'éthique des SIH, un guide de bonne pratique pour une éthique by design des solutions d'intelligence artificielle en santé, un groupe de travail sur une thématique de la sobriété numérique et le développement durable, des journées régionales d'éthique. À venir pour 2021, la production d'un code e-déontologie, d'une grille d'évaluation de l'éthique des logiciels de cabinet, un travail sur l'éthique des organisations de télésanté et sur les fractures numériques, accessibilité, couverture réseau, projet de médiation numérique en santé pour accompagner les citoyens au numérique en santé. Et là, je crois que c'est Anemania. Ah ah, arrivé en retard, mais toujours présent. Bienvenue. Bienvenue à tous et bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'urbanisation du système d'information de santé.
L'idée, c'est que l'État a défini donc, une doctrine d'urbanisation sectorielle qui a pour objet donc, de poser des grands principes d'urbanisation, et donc qui s'applique à tous les systèmes qui sont indirectement ou directement adossés au parcours de santé. Et donc, pour définir ces éléments-là, un document a été publié donc, depuis 2019. Vous avez le lien qui est là. Et donc, ce document définit donc, le cadre d'urbanisation sectorielle. Le reste, je sais qu'on est un peu contraint par le temps, donc je vais peut-être pas lire les 2 briques à côté, mais on va passer à la slide suivante, parce que je crois que c'est encore moi. Interopérabilité des systèmes d'information de santé. Alors, l'idée sur ce chapitre-là, donc c'est encore une fois la doctrine donc, définit bien le pilotage stratégique donc, de l'interopérabilité du technique et sémantique, ou plus ou moins de l'interopérabilité tout court, pour les systèmes d'information donc, sanitaires et médico-sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, donc une nouvelle gouvernance du cadre d'interopérabilité donc pour le sanitaire et médico-social a été mis en place depuis 2020. Dans les actions qui incombent aussi à ce chapitre-là, on a aussi la distribution donc, des terminologies de santé et des ressources sémantiques, donc, des jeux de valeurs, etc., qui se fera via donc, le serveur multiterminologique. Et donc, ça, c'est en cours via une page statique aujourd'hui sur notre site web. Et par le lancement donc, du serveur multiterminologique pendant cette année. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un cercle utilisateur va être lancé avec différents participants, que ce soit professionnels de santé, industriels, etc. Et donc, ça commence à partir d'avril. On a aussi donc l'élaboration des publications des référentiels d'interopérabilité, et donc ça depuis 2010. Donc, on retrouve beaucoup de volets, que ce soit sur la couche volet technique, volet commun comme structuration minimale, ou encore volet métier, donc comme le compte rendu de biologie ou la lettre de liaison. On a aussi donc une mise à disposition d'un espace de test d'interopérabilité, donc qui est basé sur Gazelle, qui est utilisé aussi au niveau international pour les connectatons européens et nord-américains. Et donc l'État mène sur 2021 donc surtout une politique volontariste pour faire appliquer les référentiels d'interopérabilité, notamment dans le Ségur. Et la dernière information, mais pas des moindres, c'est que nous sommes représentés donc, en tant que AMS, mais pour la France, donc auprès des instances internationales comme IHE ou encore HL7 sur le domaine de l'interopérabilité. Merci, Ici, Nemanja. c'est pas moi. Ah non, non coupable, c'est à moi. Ah oui. Alors du coup, voilà, là, on va parler de la politique générale des systèmes d'information de santé, la PGSSIS. Donc, elle est composée de 2 types de documents, hein, des référentiels et des guides de bonne pratique. Donc, typiquement, on en parlait tout à l'heure sur la démarche d'opposabilité. On va avoir au travers de sa PGSSI des référentiels qui vont être rendus opposables. On a 4 axes majeurs qui vous sont présentés puisque la gouvernance a été renforcée autour de l'évolution de cette PGSSIS, justement pour mettre à jour et élaborer de nouveaux documents en lien avec les besoins et notamment le Ségur et accompagner au mieux les acteurs de santé et du médico-social. Ça, voilà, c'est très important. La doctrine qui a été publiée, la V 2020, là aussi, on s'est attaché à justement aborder le médico-social. En parallèle, la trajectoire du médico-social a été publiée. Et la doctrine, dans sa version 2021, intégrera cette fois pleinement la trajectoire du médico-social. Donc, dans les référentiels, on va dire, d'actualité déjà publiés ou à venir, il y a le référentiel force probante qui a été publié ce mois-ci, en début de mois d'avril. L'identification électronique des patients donc, qui sera produit au cours du premier trimestre. Idem sur l'identification électronique des acteurs de santé et du référentiel imputabilité. Donc, pour les impacts, vraiment de part et d'autre, on vous recommande fortement d'analyser les services numériques proposés à la lumière de ces référentiels de la PGSSIS. Merci Élodie. Donc là, c'est un gros morceau, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, l'identification électronique. C'est un chapitre qui a été complètement refondu et largement complété,
avec de grands objectifs à la clé, assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l'accès à leurs données de santé et faire monter l'écosystème en maturité. On s'est rendu compte en faisant ce travail qu'il y avait vraiment une hétérogénéité dans les services, faciliter pour les usages l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services, décharger les fournisseurs de services de l'identification électronique au profit d'un nombre réduit de fournisseurs d'identité qui vont délivrer et maintenir les moyens d'identification électronique. Et puis promouvoir les répertoires de référence dans l'identification des acteurs. Donc, on va les décrire dans les slides suivants. Et donc, ces répertoires sont vraiment des piliers de l'interopérabilité. Donc, dans les grands principes qui sont décrits dans ce chapitre, il y a d'abord la volonté de clarifier les notions et les concepts en ligne avec le règlement européen sur l'identification électronique, de restructurer ce chapitre en 3 chapitres pour justement aborder les différents types de personnes impactées, les usagers, les acteurs de santé, personnes physiques, et les acteurs de santé, personnes morales. Et puis, l'idée, c'est également de bien faire le distinguo entre l'identification électronique et les contrôles d'accès. Par contrôle d'accès, on entend vraiment autorisation, habilitation, consentement ou opposition. Donc, vraiment, l'identification électronique se concentre sur le fait de s'assurer qu'on a la bonne personne à l'autre bout du fil, pas de savoir si elle doit ensuite avoir accès au service. Dans la suite de ces grands principes, donc il y a vraiment l'idée d'aller vers une factorisation des fournisseurs d'identité pour que seuls ces fournisseurs professionnels, entre guillemets, puissent assurer un niveau de garantie substantiel élevé. Donc ça, ces niveaux de garantie, vous les retrouvez au travers du référentiel IDAS qu'on a abordé précédemment. Également, la volonté d'avoir une capacité de faire des sauts entre fournisseurs de services, de proposer des niveaux de garantie minimum avec une trajectoire progressive pour laisser aux fournisseurs le temps justement de s'adapter et de trouver les bons moyens, les bons fournisseurs, les bons moyens d'identification électronique par rapport à leurs pratiques. De clarifier que ces niveaux de garantie minimum ne sont qu'un minimum et que chaque traitement est souverain dans son analyse de risque et ses choix de fournisseurs d'identité et de moyens d'identification électronique. Donc, avec aussi l'idée de sanctuariser le fait que pendant l'identification électronique, il est impératif de récupérer l'identité de référence. C'est là où on s'appuie sur nos répertoires de référence, INS, RPPS, FINES en l'occurrence, afin de se focaliser sur les services importants, plutôt que de vouloir mettre tous les services numériques en conformité. Proposer un dispositif d'accompagnement des utilisateurs dans cette montée en maturité sur ce sujet. Donc, il y a aussi des exemples de ce que la doctrine ne dit pas concernant l'identification électronique. Donc, on ne dit pas, on ne va pas définir à la place d'un fournisseur de services s'il est acceptable de permettre à une personne morale d'accéder à des données de santé si le patient a préalablement habilité cette personne morale pour le faire. Définir à la place d'un fournisseur de services quels sont les accès par défaut de certains types de professionnels à certaines données de santé, dire quel type de technologie il faut implémenter pour intégrer un client OpenID Connect ou un serveur d'autorisation. Alors, le premier grand chapitre, c'est l'identification électronique des usagers. Donc là, ce sont toutes les personnes, les citoyens, les patients, leurs aidants et leur identité INS. Les services numériques de santé concernés sont les services traitant des données de santé à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. L'application Sésame Vital va être là le futur fournisseur d'identité de référence recommandé dans le domaine de la santé. Au 1er janvier 2023, on va attendre un niveau de garantie équivalent IDAS faible mais renforcé. Et puis, à partir de 2027, là, il faudra tendre vers un niveau de garantie substantiel.
L'INS est, depuis le 1er janvier 2021, vraiment le pivot des échanges de données de santé entre les acteurs de santé, avec le respect du référentiel national d'identito-vigilance, le guide d'implémentation de l'INS et le guide d'intégration du téléservice INSI. Donc là, on sait qu'il y a un énorme enjeu autour justement de la mise en œuvre et des usages de cette INS. Je pense qu'on doit être au-delà actuellement des 52 solutions autorisées à date par le CNDA, mais en tout cas, voilà, il y a encore 1 ou 2 mois, c'était les bons chiffres. Et puis là encore, de l'opposabilité, puisqu'en effet, le corps documentaire de l'INS va être rendu opposable, donc en l'occurrence, par exemple, le référentiel national d'identito-vigilance et le guide d'implémentation. Alors, l'identification électronique des acteurs de santé, personnes physiques. Donc là, on parle par exemple des médecins, des secrétaires médicales, etc. et leur identité RPPS. Donc, pour la mise en œuvre de l'identification électronique des personnes physiques, l'État propose un fédérateur de moyens d'identification électronique, donc ProSanté Connect, pour favoriser l'intégration entre les services. Donc, ProSanté Connect sera obligatoire donc, à horizon du 1er janvier 2023. On a actuellement plus de 145 000 ICPS qui sont actives, qui sont en circulation, alors qu'on avait un objectif initial de 100 000 ICPS activés à l'été prochain. Donc, on voit qu'on a une belle longueur d'avance, certainement due également aux besoins qui ont été nécessaires en cette période de crise sanitaire. Et puis, à l'occasion de l'identification électronique, donc les fournisseurs de services vont avoir l'obligation de référencer l'identifiant de portée nationale, donc le RPPS, et puis comme on vous l'a indiqué, avec l'ADELI qui est toléré jusqu'à fin 2022. Alors, l'identification électronique des acteurs de personnes morales. Donc là, ça va être tout ce qui est donc structure. On va s'appuyer sur l'identité finesse sirène avec un arrêté sur les certificats de personnes morales IGC Santé qui sera publié au cours du deuxième semestre 2021, premier semestre 2022. L'utilisation des moyens d'identification électronique autorisés pour les personnes morales donc au 1er janvier 2023 avec l'intégration de l'IGC Santé, donc les certificats, dans les volets TLSI AMOA du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information au cours du premier semestre 2021. Et dans le cadre du Ségur de la santé, un dispositif pourrait être mis en place donc, à l'Agence du numérique en santé courant 2021 pour accompagner les utilisateurs dans leurs questions sur l'identification électronique. Alors, les contrôles d'accès, donc comme on l'a vu, on distingue bien dans la doctrine l'identification électronique du contrôle d'accès. Donc là, par exemple, voilà, au moins pour l'espace numérique de santé et le DMP, le patient devient responsable des contrôles d'accès sur ses données de santé, en remplacement de contrôles d'accès automatisés sur les attributs professionnels et ou un paramétrage par ces mêmes professionnels. Les contrôles d'accès sont définis par le fournisseur de services, indépendamment de l'identification électronique. Ils peuvent être basés au moins pour des accès par défaut sur des attributs de l'identification électronique, par exemple les professions pour les cartes CPS, mais il va être préférable pour que chaque service gère directement ses contrôles d'accès par des paramétrages d'habilitation. Donc ces habilitations, elles peuvent inclure de la transitivité, un paramétrage par certains utilisateurs. Donc, à terme, on a un répertoire national des contrôles d'accès piloté par le patient qui pourrait être mis en place, notamment avec l'arrivée de l'espace numérique de santé. Enfin, maintenant, il faut dire mon espace santé, mais on n'a pas voulu vous perturber puisque dans la doctrine, ça a été publié ENS. C'est le changement d'identité a été fait récemment. Et comme pour les 3 chapitres sur l'identification électronique, un référentiel reprenant les spécifications proposées par l'ENS sera publié en application de l'article 1110-4-1. Et je passe la parole à Julien. Bonjour, merci Anne, merci à tous de votre participation. Il y a 80 participants. En même temps, vu les circonstances, difficile de préférer une bière en terrasse. Donc, merci à tous d'être là.
Donc, concernant la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé, 2 axes d'intervention. En premier lieu, le dispositif de signalement des incidents est étendu à l'ensemble des structures de santé et du secteur médico-social, ainsi qu'en cible aux dispositifs connectés. Les incidents remontés alimenteront l'Observatoire des incidents. En outre, le circuit de diffusion des signalements est étendu vers les autorités compétentes de l'État en fonction de la nature de l'incident, pour permettre aux structures de ne faire qu'une seule déclaration. En second lieu, l'ensemble des structures du secteur sanitaire puis du médico-social ayant des systèmes exposés à Internet doivent se soumettre à des audits annuels. En premier lieu, un audit de l'exposition des systèmes sur Internet qui doit mesurer le degré d'exposition des interfaces, présenter l'ensemble des vulnérabilités détectées ainsi qu'un plan d'action de remédiation. Un référentiel précisera la nature des tests à réaliser et sera publié prochainement pour encadrer cette réalisation. Pour être opposable, cette obligation doit également faire l'objet d'une mise à jour au sein de la réglementation relative aux obligations de sécurité des systèmes d'information. Cet audit doit être complété par un audit annuel des infrastructures et la mise en œuvre progressive de mesures visant à réduire l'impact d'une activité potentiellement malveillante en leur sein. Enfin, dernier point notable, la cellule ACSS de l'ANS devient le CERT Santé en intégrant le groupe InterCert pour renforcer la coordination avec l'initiative européenne en matière de cybersécurité et de cybersurveillance. Alors, l'offre de santé, donc le ROR, le répertoire opérationnel des ressources, voilà, nous permet d'avoir une description exhaustive de l'offre de santé, donc homogène, opérationnelle sur le territoire national et avec une volonté, un objectif d'orientation pour un parcours de l'usager le plus fluide possible. Donc, dans les grands jalons, on a la poursuite depuis 2019 du peuplement du ROR sur le champ du médico-social, le début en 2020 du peuplement de l'offre de ville, et puis la poursuite donc d'une offre télémédecine disponible en 2021 pour arriver à un objectif d'exhaustivité à horizon 2022. L'idée, c'est vraiment d'aller vers un ROR national avec un décommissionnement très progressif d'ici 2025, si je ne dis pas de bêtises, à valider, des ROR régionaux. Concernant le DMP, donc le dossier médical partagé pour le partage des documents de santé, donc comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le DMP va devenir une des clés de voûte de l'espace numérique de santé, mon espace santé, pour le stockage et le partage des données de santé. Donc, cet espace numérique de santé assurera l'articulation de l'ensemble de ces fonctionnalités, DMP, messagerie, usager, agenda, store, applicatif, donc portant ainsi les usages et le partage de l'information entre l'usager et le professionnel de santé. La loi organisation de la transformation du système de santé prévoit donc le couplage ENS-DMP par la création systématique à l'ensemble des usagers en janvier 2022. Donc ça veut dire qu'à partir de janvier 2022, tous les usagers se verront créer un espace numérique de santé automatiquement et ils auront un certain délai pour s'opposer à cette ouverture si besoin, si souhaité. Pour l'ouverture de l'ENS, donc il va être nécessaire que tous les acteurs de santé concernés inscrivent dans le DMP un certain nombre de documents, comme le volet de synthèse médicale, les comptes rendus de biologie médicale, les comptes rendus d'imagerie, comptes rendus d'hospitalisation, lettres de liaison, etc. Le décret régissant le fonctionnement du DMP va donc évoluer également afin qu'il puisse être utilisé par des acteurs de santé non professionnels de santé. Ça, c'est très important, notamment avec l'élargissement justement aux structures sociales et médico-sociales. Alors, MS Santé pour l'échange d'informations de santé. Donc, le système MS Santé, donc les messageries sécurisées de santé, vous savez qu'elles sont donc un des services socles. Donc, elles vous permettent d'échanger des données de santé
Donc là, il y a de grands objectifs avec notamment justement l'arrivée de l'espace numérique de santé et le futur dialogue entre l'usager et le professionnel de santé, hein. La nécessité de faire évoluer nos référentiels. Donc en ce sens, le référentiel opérateur MS Santé a évolué en ce début d'année, hein, justement pour intégrer les fonctionnalités de l'espace numérique de santé, hein. Et puis, l'autre référentiel qui va s'appeler le référentiel éditeur va là permettre de poser les briques de l'intégration d'MS Santé au logiciel des professionnels de santé pour justement une plus grande fluidité et une meilleure adhésion des utilisateurs. Donc l'objectif d'MS Santé, là, va être également de continuer à élargir les usages au niveau des professionnels de santé, mais aussi du médico-social et du social, et d'améliorer vraiment les échanges entre l'usager et le professionnel de santé dans le cadre justement de la mise en place de mon espace santé. Élodie, c'est à toi. La cible de la e-prescription, vous la connaissez, donc simplifier et sécuriser le circuit de transmission de l'ordonnance depuis la prescription jusqu'à la dispensation par le pharmacien ou la réalisation par le professionnel de santé. Pour le patient, c'est d'accéder à ses prescriptions dématérialisées via le DMP. Pour le prescripteur, outre la lutte contre la falsification, c'est l'intégration d'un module d'aide à la prescription qui va renforcer la pertinence des soins, et la lutte contre la iatrogénie. Alors, où en est-on aujourd'hui ? En juillet 2019, une expérimentation a démarré sur 3 départements sur la prescription médicaments. Et celle-ci a permis de décider de la solution technique de généralisation pour tous les prescripteurs. Sur 2020-2021, d'autres chantiers ont permis de renforcer la codification de la prescription en dénomination commune internationale, la DCI, faciliter l'articulation entre actes de téléconsultation et e-prescription de Capri à Paris, une étude par rapport à l'intégration depuis le logiciel médecin de la e-prescription en format structuré dans le DMP et la codification de la posologie. 2021-2022 se poursuivront donc des travaux sur la définition de la nomenclature détaillée des dispositifs médicaux dans le code LPP, non pas lapin, LPP signifiant liste des produits et prestations. Et pour 2022, extension donc de la e-prescription aux établissements de santé, extension à la biologie et auxiliaire avec un travail sur la codification des actes de bio et auxiliaire dans le cadre de l'offre de services CGTS, Centre de gestion des terminologies de santé. Bonjour à tous. Donc, à l'instar de mes collègues, je vais compléter la bière avec quelques cacahuètes. Donc, blague mise à part, nous sommes ici sur l'action numéro 15 de la feuille de route. Les services de coordination pour les parcours de santé, aujourd'hui, comme vous le savez, se déploient actuellement sur l'ensemble du territoire national. Ces services contribuent à replacer le patient au cœur du soin dans un cadre qui est celui de la prise en charge coordonnée entre professionnels et s'organise autour de 2 modalités de partage d'informations patients, que sont le DMP, vous le savez, et le dossier de coordination. Alors, la doctrine technique que nous présentons cet après-midi précise également d'autres fondamentaux. Le fait que les services numériques de coordination soient définis comme des services socles du schéma d'organisation nationale cible, et à ce titre, ce schéma met en lumière les enjeux d'interopérabilité entre les différentes briques qui constituent ces services, c'est important de le rappeler. 2, la nécessité de faire reposer les dispositifs sur la définition de l'équipe de prise en charge et la gestion fine des droits d'accès. Et enfin, rappeler que le programme e-parcours porte sur la mise en œuvre de ces services numériques de coordination et offre aux régions un dispositif administratif, voire réglementaire, posé sur un accord cadre régional. Alors, quelques dates sans doute à retenir et préciser sur cette slide. Les régions ont jusqu'au 31 mai de cette année pour monter leurs projets régionaux, jusqu'au 31 décembre de cette année pour les collectifs de soins coordonnés et enfin jusqu'au 31 décembre 2023 pour mettre en place les démarches régionales d'acquisition des services via les marchés subséquents régionaux. En termes d'impact, donc vous avez sur la droite de la présentation qui vous est faite les impacts MOA et MOE. Pour les maîtrises d'ouvrage, on retrouve les mises en œuvre des démarches d'acquisition et de construction des outils, conformément et
c'est bien de le rappeler encore une fois ici, à la stratégie d'urbanisation nationale et l'accompagnement des services et des usages sur le terrain. Rappelons que les maîtrises d'ouvrage sont bien ceux qui sont le mieux placés pour accompagner ces usages sur le terrain. Et enfin, pour les maîtrises d'œuvre, l'intégration des référentiels, gage d'une interopérabilité efficiente, évidemment, des solutions qu'elles portent. Karine, c'est à toi. Hop, je réactive mon micro. Sur l'espace numérique de santé, mon espace santé, comme le précisait Anne tout à l'heure, donc on a la mise à disposition qui est prévue dans le cadre de la loi sur l'organisation de la transformation du système de santé pour chacun. Ça n'a rien à voir avec les chats. Avec 4 principales composantes de l'ENS, donc le DMP, qui est sa pierre angulaire, une messagerie sécurisée en tant qu'opérateur de l'espace de confiance de la MSS pour permettre les échanges d'informations et de documents entre usagers et professionnels. L'agenda santé qui permet de consolider les différents événements de santé, que ce soit des rendez-vous médicaux, des hospitalisations, rappels, événements qui pourront être alimentés par les services de santé référencés, les portails des établissements ou les professionnels qui assurent la prise en charge. Et puis, enfin, le catalogue de services référencés, ce qu'on appelle le store de l'ENS ou de Mon Espace Santé, qui intégrera également des sites d'information, de prévention ou d'information sur le système de santé en règle générale. En termes de planning de déploiement sur Mon Espace Santé, on est sur un lancement qui se fera au travers d'une communication nationale qui débutera au 1er janvier 2022, donc pour la com nationale, et qui sera précédée d'une phase pilote sur 3 territoires, la Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique, donc 3 CEPAM, et l'expé débute en juillet 2021 sur le périmètre DMP plus MSS. Et la généralisation est prévue, aura lieu en janvier 2022, donc ensemble du territoire français, plus ensemble des fonctionnalités envisagées. À ce stade, sur le catalogue de services, on a 30 offreurs de services qui sont retenus selon une liste de critères qui ont été prédéfinis. On peut passer à la planche suivante sur le bouquet de services aux professionnels. Donc là, on a un bouquet de services qui doit permettre de simplifier l'accès aux différents services numériques proposés aux professionnels par les acteurs publics et privés, que ce soit les éditeurs ou les industriels, et puis de rendre les offres plus lisibles pour faire gagner du temps aux professionnels des structures de soins et puis des établissements. Le bouquet, il s'articule selon 2 axes. Le premier, l'enrichissement de l'actuelle offre de services Amélie Pro avec un portail web indépendant du logiciel métier et qui va proposer un ensemble minimum de services clés en main, ce qui inclut l'interface utilisateur. Et puis un deuxième axe qui est celui du catalogue de services accessible à partir du logiciel métier des professionnels de santé et avec 2 modalités différentes, soit une intégration dans les logiciels, soit par appel contextuel. Là, le déploiement des 2 modes d'intégration devra bien entendu se conformer aux règles et aux exigences définies dans les différents volets du cadre d'interopérabilité. Planche suivante sur le Health Data Hub. Et sur le Health Data Hub, là, on a aujourd'hui une plateforme qui est ouverte et qui accompagne à ce jour une trentaine de projets avec une quasi-totalité sélectionnée lors de 2 appels à projets. La première version de la plateforme a été dédiée aux projets qui portent sur la Covid, et puis a permis de partager les données relatives à l'épidémie. Le catalogue est construit de manière progressive, en partenariat avec les responsables de données, et on est dans un dispositif, dans un processus de travail qui est très itératif et qui permet de s'accorder sur les principes clés et les engagements réciproques qui sont inscrits dans des conventions entre le Health Data Hub et le responsable de la donnée. Sur 2021, l'offre technique actuelle va continuer à s'enrichir et puis dans l'objectif d'apporter plus de confort et de solutions de partenariat. Julien. Alors, la télésanté qui comprend télémédecine et télésoins, la définition de cette dernière pratique devant être précisée dans les textes.
et sera aussi concernée à terme par le financement de droit commun. Donc la télésanté, c'est un axe fort de l'amélioration de l'accès aux soins et de la qualité des prises en charge. La crise sanitaire l'a bien montré. La poursuite de son déploiement repose sur 2 piliers, avec un premier pilier qui est la structuration d'une offre cohérente. Si les outils du marché répondent de façon satisfaisante aux besoins de prise en charge à distance dans des configurations simples, les ARS n'ayant alors pas vocation à développer d'outils spécifiques, certaines configurations présentent, elles, une complexité supérieure du fait d'un workflow complexe lié à des problématiques techniques ou organisationnelles. Les ARS ont alors vocation, après étude des besoins et des outils existants, à soutenir le développement de solutions répondant à des besoins non couverts par le marché. Deuxième pilier, la structuration d'une offre de qualité. Que les outils répondent à des configurations simples ou complexes, ils doivent respecter la présente doctrine, aussi bien les chapitres relatifs au cadre d'interop que ceux relatifs aux outils de coordination qui vous ont été présentés précédemment. Pour cela, une auto-évaluation qui permet également de se préparer au référencement dans l'ENS et dans le bouquet de services aux professionnels est proposée nécessaire via l'outil Convergence. Enfin, le recours à l'espace de test d'interopérabilité permet de tester et de valider la conformité des systèmes aux différentes spécifications. À noter comme perspective pour 2021, la définition donc du cadre réglementaire du télésoin et l'accompagnement de son déploiement, et enfin l'intégration d'un volet de télésanté dans l'Aurore. C'est encore à moi. Là, c'est pour le chapitre soutien à la modernisation des systèmes d'information en établissement de santé. Et donc, ce chapitre concerne plus spécifiquement donc, les programmes Open, Symfony et Convergence des systèmes d'information de GHT. Et donc, dans ce cadre-là, il est question donc de 3 champs, donc sur la modernisation des SI, donc de production de soins, la production des SI, la modernisation des SI administratifs pour les établissements publics et la convergence sur les SI dans le cadre des GHT territoriaux. Donc à ce niveau-là, on a sur les trois axes, donc sur le programme Open, donc la phase de validation des candidatures qui ont été retenues par les ARS et leur plan initial de financement pluriannuel s'est bien déroulé sur octobre 2019. La gestion des candidatures exceptionnelles est toujours en cours, donc depuis janvier 2020, elle se terminera donc en décembre 2022. Et donc pour la mise en œuvre et le suivi du plan d'action stratégique, il est également en cours, donc depuis octobre 2019 jusqu'en décembre 2022. Et concernant le programme Symfony, donc les expérimentations FIDES sur les activités à forfait et les établissements SSR se sont déroulées donc entre 2018 et 2020. L'expérimentation FIDES Séjour a également eu lieu sur la même période. Et donc la généralisation d'Europe est en cours donc depuis 2020. Donc, concernant la convergence des systèmes d'information des groupements hospitaliers territoriaux, la certification conjointe par la HAS et des établissements d'un même GHT a été mise en place depuis janvier 2020, le 1er janvier 2020, et donc l'effectivité de la convergence des SI hospitaliers a commencé donc depuis le 1er janvier 2021. Merci Nemanja. Donc, pour poursuivre le programme de transformation numérique des établissements sociaux et médico-sociaux, donc ça, c'est extrêmement important. Comme je vous le disais tout à l'heure, la trajectoire du médico-social a été publiée simultanément à la doctrine V 2020. Et donc, dans la version suivante, on intégrera pleinement ce chantier. Donc, le périmètre du programme de transformation des établissements sociaux et médico-sociaux tourne autour de 4 axes. Le déploiement du dossier usager informatisé interopérable, l'intégration et la conformité aux référentiels et services socles, donc les fameux référentiels dont on a parlé, avec aussi la partie opposabilité de ces mêmes référentiels, l'accompagnement et la montée en compétence des acteurs du secteur, l'innovation pour assurer l'amélioration continue des organisations et des services. Donc, le plan de financement est actionné en 2 temps, avec un premier fonds d'amorçage de 30 millions d'euros financé et piloté par la CNSA pour 2021-2022, essentiellement sur le secteur de la personne âgée et de la personne handicapée, puis un plan de généralisation lié au Ségur de 600 millions d'euros, donc initié dès cette année et réparti sur 5 ans. Là, je crois que c'est Jean-Christophe. C'est moi. Merci Anne.
Ici, sur ce chapitre, la doctrine évoque les fondations des systèmes d'information de santé qui reposent, entre autres, sur un dispositif de conformité, de convergence et sur la mise en place d'un observatoire de convergence de la doctrine e-santé. Vous le savez certainement, l'État définit aujourd'hui un cadre d'urbanisation sectorielle des systèmes d'information de santé qui regroupe les dispositifs et instruments nécessaires au positionnement et à l'intégration de toute brique système d'information dans l'écosystème. Alors, on y retrouve donc les référentiels. On a évoqué tout à l'heure le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, mais également les spécifications pour permettre sa déclinaison opérationnelle. Respecter ce cadre, c'est évidemment la condition indispensable au développement de la e-santé en France. On y retrouve évidemment les grands principes d'urbanisation, les facteurs clés d'une interopérabilité réussie. On en parle beaucoup d'interopérabilité dans la doctrine. Donc, interopérabilité réussie et enfin un cadre réglementaire, des règles éthiques et des exigences de sécurité. Pour réaliser tout cela, des outils sont déployés et permettent pour la méthode. Pardonnez-moi, oui, j'ai entendu une. Oui, je crois qu'il y a un micro à couper, s'il vous plaît. Oui, donc je reprends. Pour réaliser tout cela, des outils sont déployés et permettent, pour la maîtrise d'œuvre, et vous le voyez à droite, de disposer d'une vision globale de la maturité de sa solution dans le cadre de la feuille de route, du numérique, de la promouvoir et de la partager avec la maîtrise d'ouvrage, qui elle-même dispose également des mêmes outils. En termes de trajectoire, nous retiendrons entre autres ce qui est indiqué au milieu de la slide, avec un premier semestre 2021 qui travaille sur l'élaboration d'un outil d'évaluation de la conformité par domaine, de la définition de l'observatoire de convergence, je l'ai dit en introduction, et sur le troisième trimestre 2021, l'extension de la démarche convergence aux structures, et enfin, la définition de la démarche générale d'homologation, de certification et de labellisation. En ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, l'État encadre leurs hébergements afin de garantir un niveau de sécurité homogène et suffisant pour leur conservation et leur partage. Il engage également une réflexion quant à l'extension du dispositif pour garantir la confiance sur l'ensemble de la chaîne de traitement, notamment pour les secteurs sociaux et médico-sociaux. En termes de trajectoire, d'ici fin 2020, il est prévu de consolider ce référentiel, notamment sur le volet 5, et de déterminer une trajectoire pour atteindre la cible, préciser enfin le champ d'application du dispositif en fonction des données de santé concernées. Nous rappelons que le dispositif de certification repose sur une évaluation de conformité au référentiel de certification et que l'hébergeur, après avoir choisi un organisme accrédité COFRAC, procède à son audit en 2 étapes, un audit sur une base documentaire et un audit sur site. Donc, pour les systèmes d'information de santé, enfin les systèmes d'information dans les établissements de santé, un dispositif de certification doit être élaboré en concertation avec les acteurs concernés, évidemment. L'objectif de cet enjeu stratégique est double. Premièrement, il s'agit d'inscrire le développement des systèmes d'information des établissements de santé dans un processus d'amélioration continue. Et enfin, mobiliser le management médico-administratif de ces établissements de santé. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'ici, ce dispositif n'a pas vocation à se rajouter aux démarches de certification existantes, mais être le moyen de les alimenter. On pense ici aux certifications HAS, aux IFAC, à la certification des comptes, etc. Le dispositif de certification des SI est constitué d'une part d'un référentiel d'évaluation de la maturité numérique, baptisé Maturin, et d'autre part de modalités de contrôle, Anne l'a rappelé en tout début de présentation, permettant de s'assurer du bon recueil des informations nécessaires à la détermination des niveaux de maturité numérique des structures de santé. Alors, quelques actions clés sur la droite de la présentation, avec fin 2019, début 2020, la mise en place du projet, février 2020 jusqu'au deuxième semestre 2021, l'élaboration du référentiel de certification des systèmes d'information, et enfin, sur toute l'année 2021, l'élaboration des modalités de contrôle de la certification des systèmes d'information. Merci Jean-Christophe. Donc, on va terminer avec le dernier chapitre avant de commencer à prendre vos questions. Donc, ce nouveau chapitre qui a intégré la doctrine, l'intégration dans la feuille de route e-santé de l'Union européenne et la prise en compte des recommandations internationales. Donc, la France
participe aux actions coordonnées européennes, les actions conjointes. Donc, il y a les trois qui apparaissent ici, avec plusieurs objectifs et enjeux. Évidemment, un objectif d'améliorer la continuité des soins, de développer les bases d'un format d'échange transfrontalier de dossiers de santé électroniques, d'aller vers la création d'un espace européen de données sur la santé et répondre à une des priorités de la Commission européenne pour la période 2019-2025. Donc là, il y a notamment des travaux qui intègrent conjointement avec le Health Data Hub sur ces sujets. La conformité aux règlements européens et aux directives européennes, et puis la mise en place d'infrastructures d'échange de données entre pays membres, donc un espace de confiance européen. Dans la trajectoire, dans les grands jalons de cette trajectoire, il y a d'abord l'ouverture du cas du patient étranger en France en courant 2021. Puis en 2023, des travaux sur l'ouverture du cas du patient français à l'étranger, des stratégies d'évolution du volet de synthèse médicale vers les standards internationaux, et de la même façon sur les spécifications fonctionnelles et techniques européennes, des nouveaux cas d'usage avec des travaux qui vont se poursuivre jusqu'à fin 2022. Donc, nous allons maintenant passer à notre temps d'échange. Il y a déjà plusieurs questions dans le chat qu'on va prendre. Nous allons être rejoints pour certains, je crois qu'ils sont déjà là, par 3 intervenants que je remercie déjà vivement de leur participation. Nathanaël Renaud, qui est responsable d'offres à l'ANS, donc qui pourra répondre aux questions sur ProSanté Connect. On en a parlé sur le chapitre de l'identification électronique. Emmanuel Sourisseau, qui est directeur de mission à l'assurance maladie, qui pourra nous parler des sujets notamment DMP, ENS, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon espace santé, on a gardé le terme rédigé dans la doctrine, le bouquet de services pro, et Ella Gariani de la délégation du numérique en santé, qui pourra également nous faire un point sur mon espace santé. Donc, je vais remonter, je remonte le fil de discussion. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Si vous pouvez mettre le sujet au début pour qu'on puisse bien identifier les questions. Donc, on commence par, je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments de réponse, mais par une très grande question de Monsieur Ekra. Bonjour, je voudrais savoir les étapes d'immersion réglementaire en termes de protocole et de bonnes pratiques lors de la création d'un système d'information hospitalier pour répondre aux normes internationales. Alors, waouh, j'ai envie de dire sujet de thèse, peut-être, vaste sujet. Je dirais que déjà, vous êtes au bon endroit et qu'en tout cas, si déjà on reste à l'échelle de notre territoire, la doctrine technique va vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Comme on vient de le voir, elle intègre cette doctrine aussi en dernier chapitre, des éléments et puis des liens utiles justement vers les normes internationales à respecter et les grands jalons. Et puis je ne connais pas là pleinement votre rôle, mais il faut savoir aussi qu'au niveau de l'Agence du numérique en santé, on a des travaux en cours, des outils, vous pourrez regarder, on pourra vous mettre des informations dans le chat, comme Convergence, qui est un outil actuellement destiné aux régions et aux industriels, pour mesurer leur niveau de maturité, notamment par rapport à cette doctrine, par rapport à un certain nombre de référentiels. Et là aussi, je pense qu'un certain nombre d'ouvertures vers des informations pourront peut-être vous guider. Je ne sais pas si mes camarades veulent. Jean-Christophe, si tu vas apporter. Oui, alors j'avais une question à poser à Monsieur Ekra. Est-ce que votre question a une réalité, je dirais, actuelle, contemporaine, parce que vous êtes justement à la manœuvre sur la création d'un SI hospitalier à partir d'une feuille blanche, ou est-ce que c'est une question un peu plus théorique et plus générale? Bonjour, Monsieur Jean-Christophe. Pour répondre à votre question, oui, la question est relevante dans la mesure où nous avions déployé une version initiale d'un SIH, d'un système d'information hospitalier, mais nous nous sommes rendus compte que nous avions des lacunes et là, nous essayons de faire un revirement à 180 degrés. Donc, en tant que je suis en fonction de business analyst, donc je suis
chargé de faire tout ce qui est collecte d'informations et rédaction de tous ces documents. Donc, j'essayais d'avoir une meilleure perspective pour rediriger le projet vers de meilleurs territoires. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais sachez qu'il y a quelques années, je me suis retrouvé personnellement dans votre situation, puisque j'ai eu à créer un système d'information à partir d'une feuille blanche dans un établissement sanitaire. Et alors, je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, mais en tout cas, je dirais la première d'entre elles, c'est une véritable coordination avec votre corps médical et le corps administratif de votre établissement pour justement construire un système d'information qui soit utilisable et à la main de vos utilisateurs, donc une forte dimension expérience utilisateur, évidemment, et de la même manière, une coordination à construire avec les référentiels qui existent au niveau national. Anne-Laure vous l'a évoqué là, juste avant. Vous pouvez évidemment vous appuyer sur l'ensemble du corpus documentaire que l'ANS propose pour vous permettre d'acquérir des solutions qui répondent à ces obligations réglementaires qui deviennent opposables. On l'a rappelé tout au long de cette présentation. Donc, je dirais en termes de bonnes pratiques, si je puis me permettre, c'est une très bonne communication à l'intérieur de votre établissement et le respect de la doctrine qui vous a été présentée au travers des règles d'interopérabilité, mais également de sécurité. Alors, on va prendre une question suivante. Donc, pouvez-vous nous donner des précisions sur l'espace de test d'interopérabilité? Donc, je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Donc, l'Agence du numérique en santé vous met à disposition un espace de test. Donc, c'est un espace où vous allez pouvoir, en fait, voilà, où les organisations publiques ou privées qui ont développé des solutions permettant d'échanger, de partager des données de santé, évidemment, à la fois secteur santé, médico-social et social, toujours, voilà, de tester en fait vos solutions en lien évidemment avec les référentiels d'interopérabilité, donc de voir si vous êtes conforme. Donc là, ce lien vous renvoie vers l'ensemble du détail et de la documentation de cet espace de test. On a une question, je remonte. Est-ce que je suis au bon endroit? Je vais y arriver. Voilà. Alors, on a une question. Conformément au RGPD article 22 pour la création de matériaux informatiques du DMP. Donc, je fais une petite traduction, peut-être pour Emmanuel Souriceau, si vous êtes présent. Là, je pense que notre interlocuteur fait référence à la création automatique des DMP et plus largement de mon espace santé à partir de janvier 2022 avec l'opt-out. Et donc, je pense que c'est là d'où vient la référence réglementaire. Oui, bonjour. En fait, comme je suis arrivé en cours de route, je ne vois pas la question dans le chat. Ah, alors, elle est à 2h35. Je ne la vois pas, en fait. Mais je l'ai retraduite. C'était peut-être moins limpide. En fait, on voit les questions à partir du moment où on est connecté, on voit pas celle-là. Ah, c'est pour ça, d'accord. Je ne vois pas l'intériorité, en fait. Ah, c'est pour ça. Donc là, l'idée, en tout cas, c'est pour ça que je les prends toutes les unes après les autres. Donc là, c'est vraiment l'idée de savoir quelle est la référence, justement, de cette création automatique qui va être envisagée à horizon janvier 2022. La référence, de toute façon, il y a en ce moment un décret ENS et un décret DMP qui sont en cours de rédaction entre la DNS et la CNAM, qui ont été aussi présentés à la CNIL. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et qui définit justement ces modalités. C'est qu'effectivement, à partir du pilote, on va faire de l'opt-out pour la population qui est ciblée sur l'expérimentation. Donc, sur les 3 départements qui sont ciblés par l'expérimentation. Et en janvier, effectivement, pour toute la population française, l'opt-out fera que l'ENS sera créé avec le DMP et au moment où l'usager aura donné son accord et aura dit qu'il est en phase avec cela. Il y a un petit délai de réflexion de 2 mois, 3 mois pour s'opposer en fait à la création de son ENS. Mais voilà, après, s'il ne donne pas signe de vie, on lui crée automatiquement son ENS DMP, ce qui permet au DMP d'exister et d'être utilisé par les professionnels de santé par l'intermédiaire des API qu'ils ont déjà aujourd'hui dans leur logiciel. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, pour tous les intervenants, si vous êtes arrivés en cours de route, en effet, je déroule les questions directement dans le chat, puisqu'en effet, comme le disait Élodie, vous n'avez pas l'antériorité comme vous êtes connecté un peu plus tard. Donc là, on a une question éditeur de logiciels à Abidjan, en Côte d'Ivoire, membre d'Interop Santé. Nous préparons la nouvelle version de notre solution, etc. Pour la rendre compatible avec cette doctrine. Quelle démarche adopter? Donc là, si vous êtes industriel, vous pouvez aller sur notre site et sur l'outil Convergence. On va essayer, je me note de vous mettre le lien dans le chat, donc qui vous permettra justement de voir votre état des lieux. Donc, il y a un certain nombre d'éléments à compléter pour voir le delta entre votre situation actuelle et la cible optimum à atteindre, et du coup, quel serait le plan d'action à mettre en œuvre pour que votre solution soit, si je puis dire, doctrine compatible. La question suivante, un DPO ou RSSI peut avoir une adresse mail MS Santé, point d'interrogation. Alors là, je vous dirais que ça va dépendre de la fonction initiale de ce DPO ou de ce RSSI. Voilà, est-ce que c'est un professionnel éligible? Donc là aussi, je me note de vous mettre le lien vers les professionnels éligibles à avoir une messagerie sécurisée de santé, sachant que, comme on l'a rappelé au cours du webinaire, les messageries sécurisées de santé qui intègrent l'espace de confiance sont à utiliser pour des usages de partage et d'échange de données de santé. Je reprécise à toutes fins utiles. Je redescends. Y aura-t-il un accès à la messagerie sécurisée de santé pour le médico-social? Donc, la réponse est oui. Alors, réponse en deux temps. La messagerie sécurisée de santé, telle que vous la connaissez aujourd'hui et qu'on va étendre, comme on l'a dit, au champ du médico-social et du social, c'est déjà en cours. On a déjà des actions à l'échelle nationale, mais qu'on va poursuivre avec notamment l'intégration de nombreux professionnels dans l'annuaire santé. Si l'autre question, c'est de savoir s'il y aura une messagerie dédiée type Mailise, qui est la messagerie très utilisée par les professions à ordre, un équivalent côté médico-social, il y a une étude d'opportunité qui est en cours. Je poursuis les questions. Une question. Alors, DMP, quand l'INSI sera utilisé pour alimenter le DMP depuis un DPI d'établissement? À ce jour, est utilisé l'INSC. Alors, on est à cheval entre le DMP et l'INS. Je ne sais pas si Emmanuel, vous pouvez répondre. Alors oui, en fait, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, le GU César Vital a publié le nouveau guide d'intégration du DMP, qui justement est une version corrigée. Donc, pour les techniciens, ceux qui connaissent, on appelle la TD00, c'est celle qui permet d'identifier un patient par rapport à son NIR ou matricule INS. Donc effectivement, cette version a été sortie au 1er avril. Ça signifie désormais que c'est à la charge de l'éditeur, préalablement, avant d'utiliser les fonctions du DMP, d'utiliser le téléservice INSI pour fiabiliser ses traits d'identité au sein de son logiciel. Et c'est sur cette base-là, effectivement, que le DMP peut être interrogé. Il n'y a plus d'INSC aujourd'hui dans le DMP, puisque maintenant, on a tous les DMP en fait, sont identifiés par rapport au matricule INS, l'équivalent du NIR. Et cette version-là permet justement à des éditeurs conformes INSI d'appeler le DMP de manière beaucoup plus simple et plus adaptée. Donc, le guide est disponible sur le site du GIE. Il suffit aux éditeurs de s'inscrire et de passer la conformité qui va bien. Alors, pour ceux qui sont en API V2 DMP compatibilité, l'effort n'est pas très important parce que c'est une petite modification, c'est une petite adaptation. Par contre, pour les éditeurs qui sont en API V1, là, ça représente un travail assez conséquent avec une certification un petit peu plus lourde. Voilà. En espérant que ça réponde à la question. Merci Emmanuel. Une autre question, alors pour Emmanuel ou Ella, si tu souhaites répondre. La présentation de l'ENS indiquait la mise en place d'un agenda. Quelle sera son utilité et comment sera-t-il alimenté? Oui, je peux prendre Emmanuel si ça te va.
Vas-y. Donc, effectivement, donc, dans l'espace numérique de santé, en plus de l'accès direct au DMP, l'usager pourra avoir une messagerie sécurisée pour échanger avec son patient, un catalogue de services numériques qui présentera l'ensemble des services numériques en santé référencés, qui respectent un certain nombre de critères et d'exigences, et puis bien sûr, un agenda. Cet agenda, il va permettre aux personnes de saisir par elles-mêmes les événements ou les rappels liés à des événements de leur parcours de soins. Elle va permettre à des applications tierces qui gèrent notamment de la prise de rendez-vous ou du rappel, notamment pour des applications, par exemple, de suivi de prise de médicamenteuses, par exemple. Ce qui permettra donc de pousser en un seul et même endroit, dans un espace sécurisé, les événements et les rappels qui ont trait à la santé des personnes. Ça nous permettra à nous, en tant que responsables, on va dire, de la santé publique, de pousser des informations de type événements liés à des campagnes de prévention, par exemple, et on pourra personnaliser ces campagnes de prévention en fonction de l'identité de la personne. Et éventuellement, le patient peut à tout moment choisir de partager cet agenda avec les professionnels qui le prennent en charge par ce qu'on appelle donc l'accès temporaire, où en tant qu'usager, je peux donner un code d'accès à mon espace numérique de santé. Je peux spécifier si cet accès il porte sur l'ensemble de mon espace ou par exemple uniquement les données d'agenda et donc partager cette fonctionnalité, l'accès à mes événements et à mes rappels avec les professionnels ou les établissements de santé qui interviennent dans ma prise en charge. Merci Ella. Alors, on a des questions côté HDS. Je ne sais pas si dans mes camarades, quelqu'un peut répondre. Sinon, je vous inviterai à mettre votre email pour qu'on puisse vous répondre ultérieurement. Alors, je poursuis dans les questions. Alors là, il y en a une très longue. Certains industriels sont spécialisés sur certaines briques de la doctrine, mais n'ont pas pour vocation à couvrir toutes les thématiques. Oui, est-il prévu de prendre en compte une compatibilité avec la doctrine pour des groupements de solutions constitués de plusieurs briques logicielles émanant de différents industriels? Alors, je ne sais pas si, si je comprends bien votre question, ou je ne sais pas si vous pouvez préciser, parce que c'est un petit peu complexe, un petit peu large. J'en prends une autre en attendant. Les logiciels des professionnels de santé qui étaient certifiés comme compatibles DMP, le sont-ils toujours si l'INS n'est pas intégré? Alors la question, c'est pas en fait aujourd'hui un logiciel est DMP compatible par rapport à une version. Donc il a une certification qu'il est passé au CNDA par rapport à une version. Le guide dont je parlais tout à l'heure, un logiciel passera effectivement cette DMP compatibilité, mais le prérequis, c'est qu'il est passé en certification l'INS. Donc, il devra passer côté CNDA, s'il ne l'a pas déjà fait, parce que là, je comprends que la question, c'est pour un éditeur qui n'a pas déjà l'INS, le téléservice INS intégré, il devra d'abord passer cette certification avant de passer la DMP compatibilité version 2 avril cette année. C'est écrit de toute façon dans le guide comme étant un prérequis. Voilà. Merci. Est-il prévu une interopérabilité entre cet agenda et des applications grand public de type Doctolib? Alors, ça c'est en lien avec donc, le catalogue de services numériques de l'espace numérique de santé. Donc, en gros, dans l'espace numérique de santé, en tant qu'usager, je pourrais découvrir de nouveaux services utiles à ma santé, à mon bien-être ou à mon autonomie, qui sont des services référencés. On va vérifier dans le cadre du processus de référencement la conformité de ces services à un certain nombre d'exigences éthiques, techniques, de sécurité, notamment au regard du RGPD, et aussi liées à la qualité du contenu sur la base de critères qu'on est en train de construire avec la HAS. Ensuite, on va différencier deux typologies de référencement. Des référencements qu'on va appeler simples, où en fait, on va juste, entre guillemets, inscrire le service au catalogue, et des référencements qu'on va appeler complexes, qui là engendrent de l'échange de données. Donc, l'usager pourra consentir à ce que ces applications référencées
puissent avoir accès en lecture et en écriture aux données de santé de l'espace numérique de santé. Ces données de santé, c'est les mesures de santé du profil médical, donc une dizaine de mesures de santé qui décrivent l'état de santé général de la personne, les documents du dossier médical partagé et effectivement les événements et les rappels de l'agenda dans un format structuré FHIR. Donc pour tous ces échanges-là, il va falloir justifier des finalités. Pourquoi est-ce que le service accède en lecture ou en écriture, hein. Ça peut être aussi l'objet pour l'usager de rapatrier dans son espace numérique de santé, par exemple, les événements qu'il aurait pris sur plusieurs plateformes de prise de rendez-vous, par exemple. Mais oui, ces applications pourront accéder aux données de l'agenda. Dernière spécification, on va dire, il n'y a que dans le cadre de 4 finalités qu'une application peut accéder en lecture ou en écriture à l'espace numérique de santé. C'est dans le cadre de finalités de prévention, de soins, de suivi médical ou médico-social et de diagnostic. Merci Ella. Alors, question complémentaire, est-ce que l'on a quelques exemples d'applications qui pourront intégrer le store, quelques exemples de services rendus? Pour des typologies de services qui pourront voilà, être référencés, c'est ça? Oui, okay. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche qui est inclusive. Hein, donc, tout type de services numériques qui ont trait à la santé, au bien-être ou à l'autonomie peuvent être référencés au catalogue de services de l'espace numérique de santé. Parmi elles, seules celles qui s'inscrivent dans des finalités de prévention, diagnostic, suivi ou soins peuvent, on va dire, candidater à l'échange de données. Là-dessus, au-delà des aspects, on va dire, génériques, pour donner des exemples concrets, ça peut être un portail d'établissement, par exemple, qu'on trouvera référencé au catalogue de services de l'ENS, l'application liée à un DM connecté, comme par exemple mon glucomètre connecté ou ma balance connectée. Ça peut être des applications de prise de rendez-vous, comme celle dont on parlait tout à l'heure, ou encore des applications de télésuivi qui pourraient pré-remplir une partie de la démarche déclarative de l'usager sur son état de santé en partant des données de l'espace numérique de santé et qui pourraient alimenter l'espace numérique de santé avec des rapports de suivi de telle ou telle pathologie, par exemple. Merci. Alors, on a une question de Monsieur Lotu. Qu'en est-il de l'imagerie des patients? Je pense, du coup, je devine. Est-ce que c'est bien le stockage des imageries des patients que vous abordez là, au sein du DMP peut-être? Est-ce que c'est ça l'idée? C'est exactement ça. C'est le stockage et le partage. D'accord, d'accord. Alors, sur le stockage, la décision avait été prise de longue date qu'on ne stockerait pas dans le DMP les images en tant qu'objet. Donc, les images restent aujourd'hui dans les systèmes qui les gèrent aujourd'hui côté de la radiologie. Les équipes qui travaillent sur ce sujet-là, notamment, ont réactivé cette problématique-là, notamment, c'est remonté à travers les task force du Ségur. L'option qu'on prend aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre dans le DMP une référence externe qui pointerait sur cette image. Donc, en fait, le sujet, il y a 2 volets d'instruction. Le premier, c'est que les radiologues puissent, en même temps qu'ils poussent le compte-rendu de radiologie, poussent aussi la référence externe. Donc, c'est un lien technique. Ça, c'est la première étape. Elle sera donc stockée dans le DMP, donc accessible par l'usager à travers mon espace de santé. Et ensuite, il y a l'autre chantier qui consiste à, une fois que j'ai cette référence, il faut que je puisse accéder à leurs ressources physiques pour pouvoir l'afficher, donc que ce soit les professionnels ou les usagers pour le coup. Et donc là, il y a un sujet, il y a un chantier qui est de rendre accessible tous ces systèmes de stockage qu'ont les radiologues, qui sont des systèmes quand même répartis. Donc là, il y a un gros morceau, puisque l'ouverture sur Internet est à standardiser pour qu'effectivement, on n'ait qu'une seule offre. Voilà. Et ensuite, ça s'affichera par des systèmes de viewers, soit côté PS, quand ils n'en ont pas déjà dans leur logiciel, soit côté usager. Et ce sera à terme, effectivement, mon espace santé qui se chargera d'afficher les images récupérées et stockées en dehors du DMP. Alors, on a une question. Et en termes de planning, excusez-moi, vous imaginez ça à quelle échéance?
Je suis désolé de vous poser cette question, mais vous imaginez bien que ça a quelques impacts. Je sais. Pour l'instant, je ne pourrais pas trop vous dire le terme d'échéance parce que le sujet, autant sur la partie stockage de la référence dans le DMP, c'est quelque chose qui peut se faire raisonnablement. C'est lié en fait tout simplement à la mise en conformité au cas d'interop du compte-rendu de radiologie. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, dans l'année qui est devant nous. Par contre, la question de l'ouverture des PACS sur les consommateurs externes, je ne pourrais pas vous répondre honnêtement. Et je ne préférerais pas vous dire de bêtises. Merci. Alors, je vois qu'on a, juste avant, parce qu'il nous reste que quelques minutes avant qu'on ne termine, je vois qu'on n'a pas eu de questions côté ProSanté Connect. Juste vous rappeler, je pense que Nathalie est avec nous, qu'il y a des webinaires dédiés organisés par l'ANS. Il y en a aussi en replay, donc vous pouvez retrouver un maximum d'informations sur ce sujet. Et puis, il nous reste quelques minutes si d'aventure vous avez une question. On va prendre celle qui est dans le chat si on a les éléments. Vous avez indiqué une amélioration des téléservices sur Amélie Pro. Quelles seront ces améliorations? Alors, je ne sais pas si on a les éléments de réponse. Peut-être Emmanuel. Je ne comprends pas forcément très bien la question. Amélioration, ça t'est… Si vous pouvez préciser peut-être, sinon, comme il nous reste que quelques minutes, si vous mettez quelques précisions et votre adresse email, on pourra vous répondre ultérieurement. Sur quel sujet précisément? Je ne sais pas s'il y a un problème particulier à remonter. Tout à fait. Donc, comme il nous reste peu de temps, je verrai s'il y a encore une question dans le chat. En tout cas, déjà, je remercie tous les participants, tous nos intervenants qui ont eu la gentillesse de venir répondre aux questions. Vous aurez à disposition le support, le replay. On est passé très vite là sur le slide précédent. Juste à l'occasion, je vous invite à aller sur le site Genius et consulter la boussole de la doctrine qui est très ludique et que nous avons mise à jour justement en regard de cette doctrine V 2020. Et puis, si vous avez la gentillesse d'ici la fin du webinaire, avant de nous quitter, de répondre rapidement au questionnaire de satisfaction, c'est intéressant pour nous de savoir comment vous avez vécu ce webinaire et les axes d'amélioration, voire les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les mois qui viennent. Vous dire aussi avant qu'on se quitte que le prochain webinaire doctrine sera un webinaire doctrine technique et interopérabilité autour des 4 services socles MS Santé, DMP, ProSanté Connect, INS. Donc, c'est le 4 mai prochain. Il reste des places, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et en tout cas, voilà, on vous remercie chaleureusement d'être toujours au rendez-vous. Merci à tous.